Moi, je vais vous parler un peu de la Coalition pour la souveraineté alimentaire et de son travail, en mettant l'accent sur différentes choses. D'abord, j'aime toujours introduire mes présentations en rappelant ce que a écrit un philosophe genevois qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, que vous connaissez, qui nous rappelle, dont on a célébré le 300e anniversaire de naissance l'année passée, et qui nous a rappelé que les États existent parce que les citoyens sur leur territoire ont convenu d'un certain nombre de choses, et que donc, par définition, les États portent le bien commun. Et si les États existent, c'est parce que les citoyens se mésentendaient sur un certain nombre de choses, et que ces mésententes ont obligé les citoyens ou les groupes d'intérêt à l'époque à se rencontrer pour convenir de ce qui allait les conduire ou ce qui allait décider de mettre ensemble en commun. Donc, c'est ma petite introduction parce que je pense que c'est de bien commun dont il est question ici cet après-midi, puis dont on discute pendant 3 jours, dont on va discuter. Dans un supermarché, en tout cas au Québec, on trouve habituellement à peu près 35 000 produits différents. C'est pas très important que l'État, en tout cas pour la Coalition pour la souveraineté alimentaire que je représente, c'est pas très important que l'État détermine le prix au détail des biscuits, fussent-ils à l'érable. Vous savez que l'érable, c'est un produit du Québec, puis c'est délicieux. C'est pas important qu'une boîte qui contient 12 biscuits ou 24 biscuits à l'érable soit égale à Sept-Îles, qui est une ville nord-côtière au Québec, et que le prix de cette boîte-là soit égal à Sept-Îles, à celui d'Outremont, qui est un quartier de la ville de Montréal. Par contre, donc ça, c'est pas de l'ordre du bien commun. C'est un choix individuel que les citoyens font de se procurer tel ou tel aliment très transformé qui s'apparente davantage à un divertissement alimentaire. Le bien commun dans l'alimentation, il se situe pas là. Pour la Coalition, le bien commun, il se situe dans ce qui sort, dans ce qui émane des territoires agricoles et donc dans ce qui peut fondamentalement nous nourrir. La Coalition pense que probablement qu'avec 50 ou 100 produits de base qui sont issus de notre agriculture, pas ou faiblement transformés, les citoyens devraient normalement pouvoir se nourrir adéquatement et pour peu qu'ils sachent encore un peu savoir comment donc les cuisiner, comment cuisiner les aliments de base. Donc, pour la Coalition, le bien commun, quand il est question d'alimentation, il réside dans l'existence de ces aliments de base qui sont issus de nos territoires. Et puis, c'est sur cette question-là qu'il faut concentrer notre attention. Là, j'avais un schéma à vous présenter, mais qui apparaît pas à l'écran. Mais depuis sa fondation, la Coalition réfléchit dans un continuum au niveau des politiques publiques entre, comment je pourrais dire, je dirais, entre le tout-je et le tout-nous. Le tout-je étant, par exemple, l'État qui se contenterait d'intervenir sur les questions de santé publique ou sur les questions plutôt d'innocuité des aliments et qui, pour le reste, interviendrait à peu près pas ou s'en remettrait au choix des individus pour conduire la destinée des systèmes alimentaires. Et à l'autre bout du spectre, on aurait plutôt l'expérience soviétique où tout serait nationalisé, qu'on a déjà vécu, qui a l'avantage de rendre l'alimentation plus universelle pour peu qu'on sache produire suffisamment pour que tous les citoyens aient accès à des aliments, mais qui a le désavantage de démobiliser les citoyens, de les déresponsabiliser. Donc, pour la Coalition pour la souveraineté alimentaire au Québec, le niveau d'intervention, le degré d'intervention des États se situe quelque part entre les deux. Et plus proche d'un État très interventionniste que d'un État qui n'intervient plus, sauf sur des questions, comme je le disais, d'innocuité des aliments. La Coalition existe depuis 6 ans. Elle est composée de 84 organisations, donc c'est un réseau, c'est une coalition d'organisations.
et les organisations qui sont membres de cette coalition-là sont composées à part égale à peu près d'organisations d'opérateurs économiques qui sont des organisations agricoles, des organisations en transformation alimentaire ou de la distribution alimentaire. Et l'autre partie des membres de cette coalition-là sont des organisations de la société civile qui représentent ce que chez nous on appelle les citoyens mangeurs, c'est-à-dire que ils sont dans des organisations environnementales, ils sont dans des organisations consuméristes ou ils sont dans des syndicats de travailleurs. Donc, c'est d'abord et avant tout des organisations qui regroupent des individus, des personnes qui sont dans le système alimentaire, sont là en tant que consommateurs d'aliments par opposition à tous les autres qui sont aussi, bien entendu, des consommateurs d'aliments, mais qui sont dans la coalition en tant qu'organisation d'opérateurs. Donc, cette coalition-là existe depuis 6 ans et on se plaît à penser que la coalition est un peu derrière l'adoption en mai dernier par le gouvernement du Québec d'une politique de souveraineté alimentaire. Ça fait plusieurs années que le Québec est en réflexion sur une politique agricole et alimentaire. Quand il s'agissait de poser cette question de la politique agricole et alimentaire au Québec dans les années précédentes, on parlait d'une politique agricole et alimentaire sans lui donner nécessairement de qualificatif, mais avec l'avènement l'année passée d'un nouveau gouvernement, qui est un gouvernement souverainiste, les mots souveraineté alimentaire lui ont plu, de sorte que la politique agricole et alimentaire québécoise maintenant, présentée et rendue publique l'année passée en mai, s'appelle la politique de souveraineté alimentaire. Cette politique-là comporte 3 objectifs que je prendrai peut-être le temps de vous lire. Le premier objectif, il se lit de la façon suivante, c'est d'assurer à l'ensemble des Québécois un approvisionnement en aliments sains, de qualité, à juste prix et bon pour leur santé. Si on avait à qualifier cet objectif-là, on pourrait dire que l'État, par cet objectif-là, est dans une dynamique ou dans une logique de sécurité alimentaire. Son deuxième objectif, c'est d'accroître la proportion de l'alimentation des Québécois qui est satisfaite par la production agricole ou par la production et la transformation agricole québécoise. Et là, si on avait encore une fois à qualifier ou à renommer cet objectif-là, on pourrait parler ici d'une préoccupation d'autonomie alimentaire. Finalement, le dernier objectif de cette politique-là, qui se lit de la façon suivante, développer un secteur bioalimentaire prospère, rémunérateur, générateur d'emplois, respectueux de l'environnement et qui contribue à l'occupation dynamique du territoire. Bien là, encore une fois, si on tentait de renommer ou de qualifier cet objectif-là, en tout cas, je pense qu'on pourrait l'appeler, on pourrait dire que le gouvernement, par cet objectif, poursuit poursuit l'objectif de la compétitivité alimentaire. C'est-à-dire que, au fond, quand on relie ces 3 objectifs-là, en fait, la manière dont on peut l'analyser, que je vous propose en tout cas, c'est que le gouvernement est dans une préoccupation de sécurité alimentaire, puisque son premier objectif est d'assurer à tous les Québécois un approvisionnement en aliments sains. Il souhaite fonder cette sécurité alimentaire-là sur l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire que le gouvernement souhaite que cette alimentation saine, accessible à tous, provienne le plus possible du Québec, ce qui est l'objectif d'autonomie alimentaire. Le malheur pour nous, c'est qu'il fonde ces 2 objectifs-là, qui sont très louables selon notre coalition, sur le marché, sur cette idée que l'aliment est une marchandise et que finalement, c'est les citoyens, que ce soit des opérateurs économiques ou des consommateurs, qui vont faire le travail à sa place. Et c'est le principal reproche qu'on peut faire à cette politique-là, c'est que c'est une politique qui vise des objectifs sociaux, des objectifs de sécurité et d'autonomie alimentaire, mais qui s'en remet à la bonne volonté des citoyens, encore une fois comme consommateurs ou comme opérateurs, pour faire le travail. Et quand on lit cette politique-là de façon un petit peu plus détaillée, on s'aperçoit que ce que le gouvernement propose comme mesure plus concrète, c'est par rapport au secteur économique de l'agriculture, c'est des politiques d'adaptation
des politiques de recherche et d'innovation, des politiques de compétitivité pour aider les opérateurs économiques à tirer leur épingle du jeu. Donc, des objectifs ambitieux, mais des moyens qui s'en remettent aux entreprises et aux individus pour faire le travail. Donc, je voulais quand même vous dire ça parce que il reste que sur le plan symbolique, le Québec chemine vers quelque chose ou vers l'idée d'une plus grande place de l'État dans la régulation des systèmes alimentaires, ce qui est la quête de la Coalition pour la souveraineté alimentaire. Comme je le disais tout à l'heure, la Coalition est composée de toutes sortes d'organisations et son rôle n'est pas de reprendre à son compte les objectifs des organisations qui en sont membres, mais plutôt de trouver l'objet de militance, la cible de militance qui va plaire à toutes les quêtes ou les requêtes des organisations qui en sont membres. Et c'est ainsi que, au fil des années, on en est arrivé à se rapprocher des juristes. C'est aussi la raison pour laquelle on est ici. C'est que ça nous conduit inévitablement vers une réflexion vers le droit. C'est-à-dire que si les situations de la faim ou les situations de surcharge pondérale ou les situations de perte de biodiversité ou tous les autres désordres alimentaires surviennent dans la lecture de la Coalition, ben c'est parce qu'on permet ces choses-là, c'est parce que le droit actuel permet ça. Donc, et le fait que la Coalition soit constituée comme ça de plusieurs groupes d'intérêts nous a obligés à davantage réfléchir aux situations du droit international. Parce que les autres droits ou les autres questions relèvent du droit national, puis ça relève de la militance des organisations qui sont membres de la Coalition. Donc, cette politique-là, c'est une avancée sur le plan symbolique, mais c'est la politique de souveraineté alimentaire, mais elle nous ramène encore une fois beaucoup trop, à notre point de vue, sur les forces du marché. Là, ce qui suivait, ou ce qui suit dans la présentation que je voulais vous faire, c'est justement ce travail que la Coalition a fait. Non, ça ne fonctionne pas. Depuis 2 ans, avec... c'est proche, par exemple, hein? On est proche du résultat. Donc, bon, je vais continuer. Oui, c'est ça. Souverainement. Donc, je disais que l'objectif de la Coalition, c'est de restaurer la capacité politique des États, et là, c'est là que je rejoins mon ami de Via Campesina, et c'est là aussi qu'on fait le lien avec la locution ou le concept de souveraineté alimentaire qui, pour la Coalition, pose d'abord et avant tout la question de la souveraineté des États aux fins de la régulation des marchés agricoles et alimentaires. Donc, c'est vraiment une question de souveraineté d'État. Donc, l'objectif de la Coalition, c'est de restaurer l'espace politique ou la capacité politique des États, parce que c'est les États qui ont signé des accords sur les droits individuels, les droits fondamentaux. Ce n'est pas les entreprises qui sont responsables de la sécurité alimentaire. Les entreprises ont un effet sur la sécurité alimentaire, elles ont une influence, mais les gouvernements, les États sont responsables du bien commun. Donc, la réflexion de la Coalition, ça a été de questionner 8 instruments internationaux existants ou pas, et de leur poser toujours les 7 mêmes questions, et puis de vérifier lesquels des instruments étaient les plus aptes à restaurer cet espace politique pour les États en vue d'une régulation plus affranchie des États, donc, sur les affaires alimentaires. Donc, parmi alors les questions posées, je vais vous les nommer rapidement. Donc, à chaque fois, évidemment, il s'agissait de décrire l'instrument, de décrire son effet potentiel, justement sur la cible de la Coalition, à savoir ici la capacité des États. Qu'est-ce qu'était la stratégie de l'instrument en question? Est-ce que c'est un instrument qui est juridique, qui est fort en droit, ou est-ce que c'est plutôt un instrument qui est plutôt politique ou qui est un instrument plus de coordination sur le plan international?
Quels sont ensuite les obstacles qui s'opposent à l'avancée de cet instrument-là ou à son progrès? Et à l'inverse, quels sont les obstacles ou les catalyseurs, c'est-à-dire à l'avancée? Et on s'est toujours aussi posé, pour chacun des 8 instruments questionnés, quel effet la militance pour cet instrument qu'est-ce que ça a comme effet sur la vie de la coalition par rapport à ses membres. Donc là, c'est un objectif ou une réflexion un petit peu plus corporatiste qui concerne la vie de la coalition. Donc, donc ça, c'est les questions qu'on a posées à ces instruments. Je vous nomme rapidement les instruments qui ont été questionnés par le comité, qu'on a appelé le comité cible, dans le sens de la cible de militance de la coalition. Et j'ouvre tout de suite une parenthèse pour dire qu'on a eu le bonheur de travailler avec François et Geneviève sur ce comité-là, ainsi que Sonia Morales, qui est de l'Université Laval ici dans la salle, et Christophe Gollet de l'Université de Genève, de l'Académie de droit humanitaire de Genève, et d'autres personnes. Donc, on était très savamment accompagnés pour en arriver à faire cette analyse-là. Donc, les 8 instruments. D'abord, le Comité sur la sécurité alimentaire mondiale de la FAO, qui est une institution. Donc, on comprend tout de suite que c'est pas un instrument juridique ici, que c'est plutôt un lieu de coordination, un lieu d'échange, un lieu d'influence. Il y a eu ensuite le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui est le PIDESC. L'accord sur l'agriculture de l'OMC, évidemment, qui est un incontournable. La déclaration sur le droit des paysans de la Via Campesina, qui a passé au crible de notre analyse, le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, la Convention de Genève sur les règles impératives et finalement la Charte de la Havane présentée à Cuba en 1947. Donc ces instruments-là ont été analysés par le comité en question et il en est sorti une grille d'analyse ou un tableau que je vous présenterai normalement à l'écran, mais que je vais vous résumer. Faut dire qu'il y a un instrument que j'ai pas nommé, qui est apparu en premier lieu ou qui est ressorti comme le grand gagnant dans la course vers l'instrument qui aurait, encore une fois, je rappelle le mandat puis la cible de la coalition, qui était de restaurer l'espace politique. L'instrument que j'ai pas nommé, c'est cette idée d'une convention internationale en devenir, ou cette idée d'un nouveau droit qui procurerait aux aliments et à l'agriculture un statut particulier sur le plan du commerce. Au fond, si j'avais à l'exprimer d'une façon un petit peu plus imagée, c'est cette idée d'un contrepoids aux accords commerciaux. C'est cette idée d'une nouvelle planète hors OMC, qui nous permettrait de mettre en valeur les aliments et l'agriculture pour d'autres éléments que sa contribution commerciale. Donc, on parle ici, par exemple, évidemment de la sécurité alimentaire, on parle ici, évidemment, de la biodiversité, on parle dans le fond, toutes ces choses qu'on a de la difficulté à valoriser quand on discute de l'alimentation puis de l'agriculture d'une manière strictement commerciale. Donc, l'idée derrière ce qui est derrière ça, c'est de créer donc cette planète, cette nouvelle planète, et que sa masse soit assez importante pour changer l'orbite de la planète OMC. Donc, je vous le dis en termes astronomiques, c'est une manière de parler pour imager l'affaire. Donc, c'est cet instrument, finalement, qui a été classé numéro 1 par le comité, parce que, dans le fond, c'est l'instrument idéal, c'est celui dont on pense qu'on a absolument besoin pour, justement, restaurer la capacité politique des États. Et on n'en a retenu que 5 dans la liste des 8, et tout en bas, le dernier, c'est l'accord sur l'agriculture de l'OMC. Si on avait retenu le seul critère là je suis pas un juriste, de la force en droit comme critère de sélection, probablement que l'accord sur l'agriculture de l'OMC se serait retrouvé tout en haut, où on se serait dit, compte tenu de sa force en droit, à cause de l'organe de règlement des différends, on va travailler dans l'OMC pour changer l'OMC, pour changer le code génétique de l'OMC. Mais la réflexion du comité, ça a été de dire, on ne peut pas changer le code génétique de l'OMC.
On peut faire toutes les représentations qu'on voudra au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Si génétiquement c'est programmé pour libéraliser le commerce, faut faire la lutte ailleurs. Il faut trouver un autre instrument qui va lui faire contrepoids. Donc, encore une fois, si on avait retenu que cette idée de sa force en droit, cet instrument se serait retrouvé comme étant la cible de militance de la coalition, pas évidemment dans sa forme actuelle, mais la coalition aurait alors milité pour une refonte en profondeur de cet instrument-là. Donc, premier instrument, cette idée, d'ailleurs qui existe déjà, qui n'est pas nouvelle. En 2005, la planète s'est donné une convention semblable pour la culture. Donc, en 2005, depuis 2005, l'UNESCO héberge la Convention internationale pour la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles. Aujourd'hui, 126 pays ont signé cette convention-là, et cette convention-là a été proposée, élaborée par des Québécois et des Français et des Canadiens. Donc, j'en profite pour faire un appel à tous les Canadiens, à tous les Québécois et à tous les Français pour que, dans le fond, on surfe sur cette expérience qui est extraordinaire, qui est une expérience à succès, puis qu'on réfléchisse sur cette idée d'un nouveau droit qui procurerait justement un statut particulier pour les aliments et l'agriculture sur le plan du commerce. Donc, je pense que ça résume pas mal ce que je voulais vous dire cet après-midi. Je vous remercie de votre attention.